Entre la plaine de la Crau et de la Camargue, au sud de la commune de Raphaël-les-Arles, se trouvent les marais de Raphaël, d'une superficie de 160 hectares. Il s'agit d'une zone humide résultant d'anciens écoulements des eaux de crue, de la Durance et du Rhône. Ce site, séparé en deux zones avec d'un côté les marais de Méran et de l'autre le marais de Chanoine, regorge d'une diversité de milieux et d'une exceptionnelle richesse faunistique et floristique. Nous sommes allés à la rencontre des gestionnaires du site et des acteurs en lien avec celui-ci pour comprendre les enjeux actuels du marais des Chanoines. Je suis conservateur d'un espace naturel. Donc ici, cet espace naturel s'appelle le Marais de Méran. C'est un terrain qui appartient au conservatoire du littoral. Et mon métier, en fait, je fais plusieurs métiers dans un seul métier. Donc c'est très variable, ça va être de suivre la faune et la flore. Ça va être aussi d'organiser et de suivre des travaux pour l'entretien du site, de surveiller le site et d'accompagner les gens qui ont des activités sur le site. Ça va être des chasseurs, ça va être des agriculteurs. Donc c'est plusieurs métiers dans un seul métier. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le métier de conservateur d'espace naturel ou de réserve naturelle. L'eau ici qui circule au sein du site, la principale origine, ça va être l'eau qui provient des canaux. Donc les canaux qui amènent l'eau excédentaire qui est utilisée pour la culture des points de Crau tout autour du site. La deuxième origine, on va dire, c'est la pluviométrie, même si ces dernières semaines ou ces derniers mois, il pleut très peu. Donc et la troisième origine, ça va être la nappe phréatique qui affleure. Donc la nappe phréatique, c'est toute l'eau qui est contenue dans le sous-sol, qui par endroits est très proche de la surface, dans des systèmes de petits puits qu'on appelle ici des lorons. Donc en fait, ce sont des zones où l'eau est vraiment à 20 cm à peu près de la surface. Si on s'amuse à creuser, on va voir l'eau. Donc ça, cette particularité fait qu'on a beaucoup de plantes qui sont adaptées à cette présence de l'eau qui est jamais très loin. Et c'est vraiment la particularité la plus forte des marais de Raphaël. Les marais de Raphaël sont fortement soumis aux impacts du changement climatique et à la sécheresse. Sur la partie est, le marais de Chanoine regorge d'espèces rares comme le marisque. C'est une plante qui pousse les pieds dans l'eau de la nappe, donc il a besoin d'une eau fraîche. Contrairement au roseau qui va préférer une eau chaude, riche en nutriments, le marisque, lui, il a besoin d'une eau fraîche et pauvre en nutriments. Donc c'est vraiment une plante qui est rare normalement en zone méditerranéenne. Et c'est ce qui fait la particularité des marais de Raphaël, c'est que le fait que la nappe phréatique affleure, ici le marisque se maintient. C'est un des seuls endroits en France méditerranéenne où on va le trouver. Donc après il faut aller plutôt du côté de Perpignan où on va retrouver autour de l'étang de Leucate le même type de formation. Donc c'est ça qui fait l'originalité du site. L'une des missions des gestionnaires est la protection du patrimoine naturel du marais. Pour cela, ils ont décidé de mettre en place une réserve naturelle régionale. Une réserve, c'est un outil de valorisation du territoire qui va permettre de protéger de manière réglementaire tout le terrain de son emprise. En fait. On est face à un patrimoine naturel exceptionnel et le but c'est de pouvoir le montrer et le justifier auprès des pouvoirs publics pour justement débloquer des financements qui vont nous servir à la bonne gestion du site pour protéger les espèces et les habitats. Notre seul axe de gestion sur les Chanoines, c'est surtout le pâturage. Donc on fait pâturer le milieu pour empêcher du coup sa fermeture et garder la prairie humide et les prairies de marisque. On n'a pas la main sur l'eau dans les marais de Chanoines. Parce que si on se mettait à arroser les marais à marisque, ça entraînait sa disparition parce que c'est vraiment une plante, comme vous a dit Grégoire, qui aime les eaux fraîches et assez oligotrophe de la nappe. Et si on venait à arroser avec de l'eau du canal, ça viendrait créer une roselière. Et c'est pas ce qu'on veut, c'est pas l'axe de gestion qu'on a choisi sur le site. Effectivement, ce marais a un fonctionnement bien particulier. Il est fortement lié aux activités humaines et notamment à celle de la culture du foin de Crau. On essaye aussi de défendre le maintien de la culture du foin de Crau. C'est une culture qui est considérée comme
gaspilleuse d'eau parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour produire ce foin et cette eau alimente la nappe. Et donc tant qu'on aura une nappe qui sera alimentée par la culture du foin de Crau, on peut espérer que les zones de résurgence seront toujours là et que la faune et la flore liées à ces résurgences soient toujours présentes. Donc, moi je suis Gabriel Martin, exploitant agricole sur la commune d'Arles, à Raphaël plus exactement. On exploite 140 hectares en prairie permanente, une partie valorisée en foin de Crau, l'autre partie qui ne l'est pas. Sur l'exploitation, on a 2 élevages, un élevage bovin en race limousine et un élevage ovin en race rouge de l'Ouest. Le foin de Crau, il faut savoir qu'il y a un cahier des charges quand même au niveau de l'AOC, donc qui consiste à avoir 3 coupes de foin et une irrigation tous les 10 jours, 3 coupes de foin et une pâture pour la 4e coupe. Voilà. Après, on va dire que tout ce qui est première coupe, on va être plus basé sur des graminées. Donc ça va être un foin qui va être brome, dactyle, régras. Il y a de mémoire 21 espèces différentes dans le foin de Crau, je ne pourrais pas toutes les citer. Il faut bien une dizaine d'années pour qu'au niveau de la flore, la culture se stabilise. Donc c'est vraiment et plus les frais sont vieux, meilleur ils sont de qualité. Voilà. Et c'est pour ça que des fois quand on dit vous n'avez qu'à faire autre chose, c'est souvent des cultures qui ont été faites vraiment pour du long terme et à la limite plus elles vieillissent meilleures elles sont. Donc c'est un peu compliqué de passer sur autre chose. Puis on a un arrosage qui est gravitaire, souvent il y a une implantation qui a été faite avec un nivellement. Tout ça c'est quand même, ça engendre pas mal de coûts et il faut quand même pouvoir garder la prairie un certain temps pour économiquement rester rentable. Sans eau il n'y aurait pas de foin. Je veux dire c'est la principale chose puisqu'on a besoin de l'irrigation pour pouvoir faire pousser les prairies. Donc c'est un arrosage gravitaire que je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait tous les 10 jours. Et voilà, pratiquement c'est même le seul moyen d'irrigation pour les prairies de Crau. La nappe phréatique de la Crau, d'une superficie de 550 millions de mètres carrés, est intimement liée à l'irrigation gravitaire des prairies de foin de Crau, dont l'eau provient de la Durance. Cette irrigation permet de recharger la nappe à 70%. 13 communes sont approvisionnées en eau potable grâce à cette nappe. D'ailleurs, les espaces naturels comme le marais de Chanoine, présents depuis des millions d'années, sont aussi fortement dépendants du fonctionnement de cette nappe phréatique. Pour ce qui est du marais de Chanoine, c'est un marais qui est notamment alimenté par des résurgences. On appelle aussi des lorons. Donc c'est une sorte de eau de cavité où l'eau de la nappe arrive directement à la surface. Donc c'est de l'eau qui vient par le sous-sol et non pas par les canaux d'irrigation. Il est quand même en bout, en exutoire de nappe. Donc si on continue à arroser côté est, il y a à peu près une circulation de l'eau qui se fait à peu près d'est en ouest, du moins sur la partie nord de la Crau. Donc on n'a toujours qu'une désalimentation en eau pour ce marais. C'est des milieux exceptionnels, hein. Il y a très peu de marais comme ça en Méditerranée et même un peu ailleurs dans d'autres zones du monde. Enfin, c'est assez exceptionnel. Donc nous en tant que Simcro, forcément, on est plutôt pour protéger ce genre de milieu. Après il y a forcément tout le côté démographie, urbanisation. Enfin, il y a que si on a moins d'apport d'eau, de suite on va avoir des zones au contour du marais qui vont être asséchées. Et de ce fait, on va avoir une perte de tout ce qui est biodiversité, ce sont en termes d'animaux, d'insectes, de plantes. Enfin, le seul moyen, c'est que l'eau continue d'arriver. Il faut que le marais reste humide, en fait, qu'il puisse bien fonctionner. Tandis qu'au marais de Chanoine, la présence de l'eau dépend exclusivement de la recharge de la nappe. Au marais de Mérane, il est possible d'apporter de l'eau artificiellement. Explication avec Adèle en service civique.
marais de Mérane. Alors c'est de l'autre côté par rapport au marais de Chanoine où tout à l'heure on était pour les autres interviews. C'est de l'autre côté de la route et donc c'est la plus grande partie en fait des marais de Rapel qui est l'ensemble des marais de Chanoine et des marais de Mérane. Et donc là c'est la partie qu'on gère un peu plus activement. Comment vous faites pour alimenter les canaux du marais? Alors les canaux, on les alimente pas, c'est pas nous qui les alimentons, c'est des canaux qui justement apportent l'eau au marais. C'est des canaux d'assainissement, donc en fait c'est l'eau qui provient de l'irrigation des points de creux. Donc comme c'est l'eau que relâche en fait l'agriculteur par exemple que vous interviewez tout à l'heure. C'est l'eau qui est passée par ces champs et qui retourne dans les canaux. Et nous, c'est cette eau-là qu'on utilise pour irriguer les marais. On essaye d'ouvrir les vannes, donc ça s'appelle des martelières, pour laisser entrer l'eau naturellement. Mais bon, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, ça ne rentre pas forcément. Donc on est un peu dépendant de la météo, du climat. Et par contre, on peut aussi pomper donc, artificiellement avec de l'énergie pour faire rentrer de l'eau là où ça ne rentrerait pas naturellement par la gravité. Depuis 50 ans, les zones humides ont diminué d'au moins 30% sur la surface de la planète entière, alors que c'est un écosystème en fait, qui est super important pour à la fois la biodiversité, donc comme je l'ai expliqué, mais également pour le captage de carbone, parce que on avait la tourbe qui est présente au marais de Chanoine, par exemple, ça capte énormément de carbone. Et puis toutes les plantes, les zones humides, en fait, elles capturent le carbone pour le stocker dans leurs racines et dans le sol. Et donc en fait, si les zones humides disparaissent, tout ce carbone va être relâché. En fait, si ça sèche trop et si le milieu change, tout ce carbone qui est stocké là actuellement dans le sol sera relâché, donc ce sera encore pire pour le changement climatique. Et les zones humides ont aussi une fonction d'épuration un petit peu, elle filtre l'eau, donc ça nous permet en fait d'avoir cette eau qui est plus filtrée naturellement sans avoir à installer des usines d'épuration. Donc oui, c'est important de les conserver. Depuis 1992, les zones humides sont protégées par la loi. En France, le delta de Camargue représente la première zone humide du pays en superficie, parmi les lagunes, étangs et marais qui la composent. Les marais de Chanoine sont des marais assez rares et exceptionnels à préserver.